C'est très difficile de commencer une vidéo. Je vais pas vous mentir, c'est très difficile de commencer une vidéo. J'ai pas envie de dire bonjour parce que déjà pour l'instant il n'y a personne, puisque c'est ma première vidéo. Et donc on va direct entrer dans le sujet. Sur YouTube, j'aime bien regarder les vidéos qui s'appellent souvent bilan culturel, parce que ça permet de voir, ça permet d'avoir des idées de choses à voir, choses à faire, à écouter, et c'est une façon assez agréable de connaître les gens derrière les chaînes YouTube, je trouve. Et ben donc j'ai décidé d'en faire un. Surtout que faire plus de trucs culturels était dans mes résolutions de l'année 2022. Je suis Adam d'ailleurs. Enchanté. Bon, on va commencer tout de suite. Cinéma, film, on, on saute directement dedans. Un film qui n'est pas une nouveauté, puisqu'il est sorti, je crois, en 2019 sur Netflix, mais je peux me tromper. C'est le film I'm Thinking of Ending Things de Charlie Kaufman, avec Jessie Buckley et Jessie Plemons. Jessie Buckley, IE l'actrice, Jessie Plemons, l'acteur. Euh, Déjà, avant de parler du film, je voudrais parler de son titre parce que ça m'a assez étonné que la traduction française sur Netflix de I'm Thinking of Ending Things ce soit Je veux juste en finir. Je trouve que c'est une très mauvaise traduction de titre déjà, puisque I'm Thinking of Ending Things, ça pourrait vouloir dire plein de choses, ça pourrait vouloir dire la vie, mais ça pourrait vouloir dire une relation, Ending Things with someone, ça pourrait vouloir dire plein de choses, alors que Je veux juste en finir, c'est connoté uniquement suicide, enfin à ma connaissance. Donc je trouvais que c'était une traduction un peu bizarre. Mais, donc je n'avais pas vu ce film parce que et ben ça ne m'avait pas du tout été présenté quand j'avais pu en lire des résumés ou des choses comme ça comme un film d'horreur, alors que c'est bien un film d'horreur, ce qui a été une surprise très agréable pour moi. Donc c'est effectivement un film d'horreur dont l'histoire serait assez difficile à résumer. Le pitch de base, c'est une fille et son copain qui sont en voiture pour faire un road trip dans la famille de ce même petit ami. Et on a la narration interne de la jeune fille, et avec des scènes entrecoupées avec un... Comment on dit en français? Je vais dire comment on dit en français, ce qui fait très bilingue, mais un janitor, un mec qui fait le nettoyage dans un lycée, voilà. Je n'ai oublié le mot. Mais voilà. Et voilà, des scènes de la vie de ce mec-là, mais dont on comprend pas trop pourquoi au début. Et voilà, c'est le pitch de départ. Il va se passer des choses très bizarres et la meilleure façon dont je peux décrire le film, c'est que l'atmosphère, c'est comme dans un rêve. C'est exactement ça, parce qu'il y a des choses qui ne font pas sens, il y a des changements de temporalité, il y a énormément de changements. Au début, on pense qu'on va être embarqué pendant tout le film avec le point de vue de la fille, ce qui n'est absolument pas le cas au final, au fur et à mesure du film, et à la fin avec un espèce d'éclatement. Donc c'est très intéressant, très effrayant par moments, avec des images un peu choc à des moments. Des situations dérangeantes, les acteurs sont excellents, la photographie est très belle, et la narration interne avec les réflexions est très intéressante et par moments très belle et très triste. Voilà, c'est très mélancolique parce qu'il y a beaucoup de paysages, c'est quasiment que des paysages enneigés avec une neige vraiment immense qui tombe et qui a l'air d'être d'enfoncer complètement les personnages. Donc voilà, un film qui m'était absolument pas présenté comme un film d'horreur, mais qui en est un, et c'était une très bonne surprise et j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà. Deuxième film, cette fois vu au cinéma, donc vraiment une sortie, mais je crois qu'il est sorti il y a quelques temps en Amérique, mais je ne suis en Amérique, aux États-Unis, mais je ne suis absolument pas sûr, donc je vais pas le dire. C'est Nos âmes d'enfants de Mike Mills. Mike Mills qui est relativement connu, c'est un film à 24, je l'ai pas dit, mais voilà. Mike Mills qui est un réalisateur relativement connu puisqu'il a fait 20th Century Women, que je n'ai pas vu, mais qui est assez connu, je le sais. Et donc le film Nos âmes d'enfants, on peut encore une fois faire une petite parenthèse sur le titre. Le titre anglais c'est Common Common, ce qui n'a aucun rapport de... Je ne dis pas de faire la traduction littérale, mais aucun rapport d'intention et d'atmosphère. Si je ne connaissais pas le film avant, je ne pense pas que j'aurais été attiré par un film qui s'appelle Nos âmes d'enfants. Alors que Command Command, oui.
Donc, c'est un film avec Joaquin Phoenix que j'adore comme acteur. C'est pour ça que je connaissais ce film. Et Woody Norman, qui est donc l'enfant, parce que c'est un film avec deux personnages principaux surtout, Joaquin Phoenix, qui joue le personnage de Johnny, qui est un journaliste radio qui a une émission où il interroge des enfants. Il leur demande leur avis sur le futur, principalement sur leur futur, comment ils envisagent leur futur, leurs peurs, etc. Et donc Woody, l'acteur qui joue Jesse, le neveu donc de Johnny, qu'il va devoir garder avec lui pendant quelques temps, pendant que sa mère, donc sa sœur, la sœur de Johnny, doit aller s'occuper de son ex-mari qui est bipolaire et qui est en train de faire une, une rechute, tout simplement. Et donc forcément entre les deux personnages de l'enfant et de Joaquin Phoenix, il va se créer une complicité qui est très belle, très simple. C'est un film très simple mais qui est encore une fois très très beau à regarder. C'est en noir et blanc déjà et il y a des paysages absolument magnifiques, enfin des paysages, oui oui des paysages. Ça se passe dans plusieurs villes dont LA, New York et la Nouvelle-Orléans. Donc les images de ces villes en noir et blanc, c'est absolument magnifique, surtout avec la société moderne, c'est-à-dire que des vieilles images de New York en noir et blanc, on connaît, j'ai envie de dire, mais là de voir le New York de maintenant, avec les voitures, les gens, les téléphones, mais avec ce noir et blanc, ça fait vraiment un effet... bah, c'est très beau, tout est très beau, visuellement. Et les interviews des enfants avec leurs inquiétudes, leurs commentaires sur les choses de la vie sont très bien. Si c'était des adultes qui disaient ces choses-là, on trouverait ça bête, sans doute. Mais là, comme ce sont des enfants, c'est très beau, très simple, avec une simplicité donc enfantine. Et c'est très agréable. Et moi, il y a des réflexions des enfants qui m'ont beaucoup touché. Et Joaquin Phoenix est extrêmement touchant dans ce film. Je l'aime beaucoup quand il joue des rôles très simples comme ça, de personnes lambda, comme son rôle dans Her, qui est Her, dans Her, qui est connu et qui pour moi est une de ses meilleures interprétations. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ces deux films. Deux très bons films, de genres complètement différents, mais j'ai beaucoup aimé voir ces deux films. Ensuite, de quoi je pourrais parler musique. Why Not Music. Pas une nouveauté du tout, mais moi je l'ai découvert ce mois-ci, donc c'est un favori culturel de janvier. Ça s'appelle bilan culturel, mais en fait c'est plus favori, parce que je vais pas dire tout. Pas comme si j'avais fait 12 000 trucs non plus. Mais c'est l'album Bad Moon Rising de Sonic Youth, du groupe Sonic Youth. J'aime énormément Sonic Youth, mais je ne connaissais absolument pas cet album. Je l'ai vu chez Gibert. La pochette m'a évidemment interpellé. Elle est très belle, avec cet épouvantail en feu. Et donc l'album s'appelle Bad Moon Rising. C'est un album absolument excellent. Tout au long de l'album, il y a une note de fond, une mélodie de fond que j'avais lu est un loop d'une autre musique plus ancienne, mais je me rappelle plus ce que j'ai lu. Je le mettrai si je retrouve. Mais voilà, donc ça fait que les chansons sont liées les unes entre les autres avec cette espèce de note de fond. Et donc le passage d'une chanson à une autre est extrêmement fluide. C'est quelque chose qui est très bien quand on veut écouter un album dans sa totalité, notamment sur vinyle. Euh, Toutes les chansons sont très bien et ont toute cette atmosphère comme la pochette de l'album l'indique. Euh, C'est-à-dire on se trouve dans... On sent l'idée de la campagne, au moins de la bordure de l'Amérique des années 80, avec tout ce que ça a d'effrayant, je suppose, et d'horrifique, avec cet épouvantail en feu sur la couverture. Ça résume très bien l'idée qu'il y a dans l'album. Il y a une chanson bonus à cet album qui n'est pas sur le vinyle, mais qui est sur l'album si vous l'écoutez sur Spotify, et je suppose que c'est sur YouTube aussi, qui s'appelle Halloween, justement, qui est ma préférée de l'album, donc c'est dommage que ce ne soit pas sur le print du vinyle original, mais elle est extrêmement bien. Et donc voilà, c'est très difficile de parler de musique et de donner envie d'écouter de la musique, mais j'espère que j'ai quand même pu un peu décrire l'atmosphère du disque, qui est à mon sens un très bon disque à écouter en automne, même si là on est très loin de l'automne, mais ça fonctionnerait aussi très bien avec l'hiver. Voilà pour la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les livres? Ah non, 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 avant autre chose.
En restant dans le visuel et l'audio, je voudrais parler de Tartuffe à la Comédie Française, mise en scène de Ivo Vanov, que j'ai vu au cinéma au Pathé Live le 15 janvier pour l'anniversaire de Molière. Pour l'anniversaire de Molière, pour les 400 ans de la naissance de Molière. Excellent. J'y suis allé en n'en pensant pas grand chose, puisque c'est un Tartuffe modernisé. De base, je suis pas un très grand fan de Molière. Mais donc c'est modernisé, mais pas le texte. Et ça avait l'air d'être interprété d'une façon très sombre par Ivo Vanov, le metteur en scène, et du coup je me demandais ce que ça allait donner avec le texte de Molière. Et ça fonctionne très bien. Je pense même que ça fonctionne parfois pas exactement comme le veut le metteur en scène. C'est-à-dire que le metteur en scène a quand même une vision très sérieuse de la pièce, alors que le texte reste comique. Mais du coup, ça fait que quand on va voir la pièce, l'interprétation des acteurs très sérieuse, mais même parfois à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a trois des acteurs, Christophe Monez, Louis Corbery et Marina Hans, qui sont constamment au bord des larmes. Dès que la caméra est près de leurs yeux, tu vois qu'ils pleurent. Mais du coup, avec les répliques qu'ils disent, les répliques de Molière, c'est absolument hilarant. Ça renforce le rire par rapport à Molière parce que ça ne devient pas un rire facile, c'est pas un rire tarte à la crème, genre c'est drôle, ce qu'on voit est drôle. C'est un rire qui devient un rire noir, un rire qui se rapproche de la comédie noire, c'est-à-dire rire de choses qui ne nous sont pas présentées comme drôles ou qui ne sont pas drôles pour les personnages. Et à mon avis, c'est un très bon moyen de renouveler le rire par rapport à Molière. Et moi, ça m'a éclairé par rapport au texte de Molière de base, que je peux considérer justement un peu trop assez comique. Assez comique. Si c'est clair ce que je dis. Sinon, la scénographie est très belle, très à la Vanov, dans une mode de mise en scène contemporaine, mais qui est toujours bien. Et un énorme point positif sur la musique, qui est excellente. C'est une musique composée par Alexandre Desplat, avec un thème qui revient régulièrement, qui a aussi un peu des codes de l'horreur dans ce thème. Donc c'est un peu peut-être un thème de cette vidéo, au final un peu l'horreur avec Sonic Youth, I'm thinking of ending things. Et Tartu c'est pas du tout horrifique, mais le thème musical prend des codes de thèmes musicaux de films d'horreur, ce qui est très bien. Les acteurs sont excellents, énorme coup de cœur pour Denis Podalides qui joue de façon incroyable, qui est très sobre, qui est sur le ton juste entre le comique justement et quelque chose de sérieux. Et voilà. Peut-être quand même, c'est pas un point négatif, mais il ne faut pas trop y penser à cette pièce parce que les choix du metteur en scène vis-à-vis des émotions des personnages, notamment la relation entre Elmire et Tartuffe, sont illogiques si on écoute le texte. C'est-à-dire que des fois, on va avoir des choses visuellement qui entrent en contradiction directe avec ce qu'on a pu entendre dans le texte de Molière. Mais à mon sens, c'est pas grave. Ça contribue à créer un spectacle drôle où on n'a pas à trop se prendre la tête, justement. Et on peut se permettre d'avoir une contradiction entre le visuel et le texte, et que ça n'enlève pas du tout le plaisir de représentation qui est un peu comme un spectacle. Et Louvanov fait un peu du théâtre comme du cinéma en un sens avec la musique et justement un rapport à la logique de l'histoire qui est un peu en dessous, ce qu'on retrouve plus facilement je trouve dans le cinéma que dans dans le cinéma que dans le théâtre. Il peut y avoir plus de comment dire d'incohérence dans les histoires au cinéma que au théâtre. Voilà. Ensuite, livres. J'ai pas lu grand chose ce mois-ci à part des lectures pour mon mémoire, donc c'est donc d'une des lectures pour mon mémoire que je vais parler. Je veux parler du livre de Milorao, qu'on ne voit absolument pas d'ici, je suppose, mais c'est pas très grave. Le livre de Milorao, Vers un réalisme global. Milorao, c'est un metteur en scène, donc un metteur en scène qui fait partie des metteurs en scène sur lesquels je fais mon mémoire. Et ce livre, c'est 3 de ses conférences qu'il a donné à Sarrebruck, plus des petits entretiens bonus, dont un sur le théâtre en temps de pandémie et post-pandémie à la fin, qui est très intéressant. Ces conférences sont absolument passionnantes. Je trouve que parmi les metteurs en scène contemporains, c'en est un qui arrive à parler de son travail et du théâtre en général d'une façon qui est intelligente, qui est pleine de références, qui donne envie d'aller au théâtre, qui donne envie d'être spectateur et qui donne envie de renouveler son regard. C'est aussi une manière de penser un théâtre politique qui est très différente de choses qu'on peut entendre
par d'autres metteurs en scène et qui est très intéressante sur un plan philosophique. Il cite quand même pas mal de choses qui ont rapport avec la philosophie dans ses conférences. Donc, c'est pas gênant de lire ce livre si on n'a pas vu les mises en scène dont il parle, de ses propres mises en scène, puisque moi-même j'en ai pas vu énormément de mises en scène de Milo Rao. Et dès qu'il parle d'une mise en scène que je n'ai pas vue, je comprends quand même ce qu'il veut dire dessus, et ça donne très envie de voir cette mise en scène. Mais le propos de fond sur le théâtre passe au-delà des mises en scène et peut s'appliquer au théâtre en général, et même à l'art en général, sur pas mal de ses réflexions. Ces 3 conférences, une du coup sur son rapport, sur le rapport de son théâtre et du théâtre au passé, au présent et au futur. Passionnant, voilà. Je recommande énormément. Ensuite, musée. Je crois que c'est tout ce qu'il me reste. Je suis allé voir au centre Pompidou l'exposition Yves Saint Laurent au musée. Enfin, c'est pas vraiment une exposition au final, c'est. En tout cas, au Pompidou, ce sont juste des vêtements d'Yves Saint Laurent dans les salles qui sont mis en parallèle avec certains tableaux, évidemment le Mondrian. Voilà, évidemment. Mais au final, je ne vais pas parler de ça parce que c'était sympa, c'était très joli de se balader dans les salles et de voir des vêtements. Mais j'aurais pas tant de choses à dire dessus. En revanche, ça m'a permis de revoir plus en détail la collection contemporaine du Pompidou, que j'avais fait trop rapidement la dernière fois. J'avais plus fait la collection moderne à mon grand désarroi. Et je voulais parler du coup de 3 œuvres que j'ai absolument adorées dans la collection contemporaine du Pompidou. La première œuvre, c'est une installation de Joseph Beuys. Beuys, je pense qu'on dit comme ça. Joseph Beuys qui s'appelle Plight. Il y a une salle hommage à Joseph Beuys avec énormément de photos et aussi une enceinte qui diffuse des sons de la nature, mais c'est pas ça l'installation. Et dans cette salle, on peut passer par une porte qui est un peu baissée, un petit cadre comme ça de porte, et on doit se baisser pour passer. Déjà, moi j'adore ça. J'adore quand une installation d'art contemporain me demande de faire quelque chose, de me baisser, d'esquiver quelque chose, de faire quelque chose, de changer mon mode de déambulation dans un musée. C'est-à-dire un musée, tu marches, tu regardes une œuvre, tu marches, tu regardes une autre œuvre. Quand une œuvre me demande de faire autre chose et de sortir de cette déambulation, j'adore. Je suis conquis tout de suite. Et donc voilà, une fois qu'on a passé ce petit sas, on arrive sur une passerelle. On se retrouve au milieu d'une salle qui est entièrement en... les murs, et le sol et le plafond entièrement en couverture en feutre. Et il y a une explication il y a une explication dans l'histoire de l'artiste, mais je préfère juste parler d'installation comme ça. Enfin, il y a bref. Et ce qui fait que ces couvertures en feutre installent un rapport au son, déjà une fois qu'on est à l'intérieur, très différent. Et un rapport aussi à l'environnement, puisque du coup il fait très chaud avec ces murs. Et on peut voir, il y a un piano dans la salle. On peut pas déambuler dans la salle, on est sur la passerelle et on voit la salle qui va plus loin en fait. Et plus loin, il y a encore un niveau avec un espèce de rideau. Enfin, ça fait un effet rideau des couvertures et on voit qu'il y a une autre pièce encore plus loin. On ne peut absolument pas y accéder ni déambuler. Et avec cette espèce d'impression de chaleur, le son qui est différent, et on voit au loin qu'il y a quelque chose d'autre, mais on ne peut pas y accéder. Mais ça donne l'impression qu'on pourrait y accéder. Ça donne l'impression d'un autre monde qui est plus loin. Et ça donne vraiment l'impression d'être sorti complètement du Pompidou et d'être ailleurs. Et ça donne envie d'explorer cet ailleurs. Donc voilà, excellente installation, Plight. Deuxième œuvre, il y a une expo en ce moment dans une des salles de Pierre Bismuth, que je ne connaissais pas avant comme artiste. Et il y a une série d'œuvres qui s'appelle En suivant la main droite 2. Pardon, j'avais coupé parce que j'ai éternué. Voilà, vous savez tout. Donc je disais, Pierre Bismuth a une série d'œuvres qui s'appelle En suivant la main 2, en suivant la main droite ou la main gauche, et c'est présenté sur des télés. Et il y a par exemple En suivant la main droite de Freud, ou En suivant la main droite ou gauche, je ne me souviens plus, de Lacan. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur ces télés, il y a une vidéo de Lacan ou de Freud, et pour Lacan, c'est des conférences qu'il a données. Et pendant cette vidéo,
il y a un trait qui se dessine sur l'écran et qui va suivre la main, les gestes de la main de Lacan par exemple, et suivre et créer des lignes avec le mouvement de la main, et ça vient par créer une forme au fur et à mesure. Et c'est très intéressant, ça en dit long sur le mouvement. C'est très intéressant de faire ce dessin avec le mouvement comme ça et de le voir comme ça devant nous se créer. Donc vraiment, je trouvais que c'était des œuvres très intéressantes, très intelligentes, et que ça donnait un regard intéressant, oui, sur le mouvement et le rapport qu'on peut avoir au mouvement des mains. Voilà. Dernière œuvre de Christian Boltanski. Je n'avais pas vu l'exposition de Christian Boltanski au Pompidou parce que je suis bête. Donc j'étais absolument ravi qu'il y ait quelques œuvres là, de la relation contemporaine, dont une qui est dans une salle qui s'appelle La vie impossible de Christian Boltanski. Donc une salle qui est assez sombre, encore un truc que j'adore dans les musées et dans les installations quand c'est sombre. Voilà. Je trouve qu'encore une fois, ça change la perception. Ce qui est intéressant, je trouve, dans une installation, c'est quand la perception de base qu'on attend dans un musée est changée. Et donc dans cette salle sombre, il y a des cadres sur tous les murs. Ces cadres sont éclairés par seulement une petite ampoule au-dessus de chaque. Et dans ces cadres, il y a plein de souvenirs de Christian Boltanski, c'est-à-dire plein de petites choses écrites, plein de petites choses, mais on ne peut pas exactement distinguer quoi, puisque la lumière est très basse, donc on ne peut pas tout voir. On ne peut pas vraiment voir le détail de ce qu'il y a. Et il y a des cadres comme ça sur les 3 murs de la salle. Et en tant que personne qui garde absolument tout, c'est-à-dire je garde les tickets de machin, dès qu'un petit truc un petit truc écrit ou quoi a une quelconque importance dans ma vie, je le garde même si ça ne sert à rien. Du coup, en tant que personne qui fait ça, cette œuvre m'a beaucoup touché. Surtout qu'au final, ce que ça montre, c'est que ça ne suffit pas pour garder la mémoire de quelqu'un, ou du moins avec cette obscurité, c'est, comme le nom l'indique, la vie impossible. C'est impossible de reconstituer une vie une fois qu'elle est partie. C'est impossible d'en garder un souvenir qui est vif. Et ces espèces de souvenirs éclairés à peine dans les cadres, comme ça, figés, eh bien ça, ouais, ça donne une impression triste, mais en même temps, c'est beau. Voilà, j'ai trouvé ça très beau et moi ça m'a beaucoup touché comme installation. Voilà, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de voir, d'aller, de faire certaines choses dont je vous ai parlé. J'espère que moi ça me donnait envie d'en faire d'autres, des vidéos. Et ben voilà quoi. À la prochaine. Cut.